À Jakarta, le compte à rebours a déjà commencé. Rien ne pourra empêcher le désastre. Jakarta coule. La mer de Java grignote chaque jour un peu plus la mégalopole indonésienne. Bien sûr que j'ai été inondé. Il y a même eu une fois une grande inondation. L'eau est montée jusqu'au cou et elle a pénétré dans la zone où je vis et dans ma maison. Aujourd'hui, près de la moitié de Jakarta se trouve sous le niveau de la mer et la ville continue de s'enfoncer d'environ 10 cm par an. En même temps, le niveau des océans monte. En 2050, si rien n'est fait, Jakarta sera presque entièrement sous l'eau. Elle est la première capitale menacée de disparition à cause du réchauffement climatique. Au nord de Jakarta, un mur de 20 km de long a été construit pour protéger tant bien que mal les habitants et leur offrir un peu de répit face à la montée des eaux. Mais en 2007, ce mur n'a pas résisté à une tempête et à des pluies torrentielles. Il s'est effondré. 80 morts et des centaines de milliers de déplacés. Mohamed Roni habite Muara Baru, un quartier pauvre du nord de la ville. Ici, les habitants vivent sous la menace d'un nouvel effondrement. Ce mur est la seule barrière qui empêche l'eau de mer d'entrer. Il n'y a rien d'autre. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant car tôt ou tard, l'eau montera encore plus. À Muara Baru, on peut vivre juste à côté de l'océan et ne jamais le voir. Autrefois, les enfants du quartier jouaient sur la plage, juste devant. Mais la plage a disparu. Les maisons sur pilotis, situées en dessous du niveau de la mer, surplombent à présent un bourbier rempli d'ordures, de plastique et de déjections. Bien sûr que j'ai peur, car nous sommes près du littoral. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous fier au gouvernement. C'est lui qui doit résoudre ce problème de la montée des eaux. Moi et ma famille, on a quand même anticipé. Nous avons prévu un lieu refuge où déménager si un jour ce mur s'effondre. Les 31 millions d'habitants de Jakarta sont pris au piège. En 2020, de nouvelles inondations ont encore fait 70 morts. Alors, certains font comme ils peuvent. Ils surélèvent leur maison avec les moyens du bord. Peu de gens sont prêts à quitter leur quartier, leurs amis, pour s'installer dans un appartement qu'ils ne pourraient de toute façon pas payer. Paradoxe, dans ce quartier de pêcheurs, malgré la menace, vivre loin de la mer est inconcevable. L'ancienne Batavia est devenue aujourd'hui un enfer surpeuplé, pollué et qui coule. Ce monstre urbain a un énorme besoin d'eau. Les nappes phréatiques sont pompées en permanence, ce qui fragilise les sols. À Siliching, un bidonville du nord de Jakarta, l'eau fait partie de la survie quotidienne. Allez, prêt pour la livraison? Une association française, Life Project for Youth, accompagne des jeunes adultes par le biais d'une micro-entreprise qui vend de l'eau potable en bonbonne. À 23 ans, Ipan fait partie des 37 jeunes aidés par l'association. Le jeune homme et sa famille ont été expulsés de leur logement et ils vivent à présent sous un pont d'autoroute. Sa mère vend des plats cuisinés dans la rue et doit composer tous les jours avec la pénurie d'eau.
Il y a une vraie crise de l'eau potable ici. On en trouve, mais le problème, c'est qu'il faut l'acheter. Le coût est calculé par heure. Le prix à l'heure, c'est 30 000 roupies. On peut se payer qu'une demi-heure d'eau tous les 2 jours, c'est-à-dire 15 000 roupies. Nous devons être extrêmement économes pour laver les vêtements, pour notre toilette, faire la vaisselle et tous nos besoins. Ta mère va-t-elle aller vendre aujourd'hui? Oui, comme d'habitude. Elle vend ses fritures maison, des saucisses, différentes choses. J'irai lui en acheter plus tard. Tu préfères les beignets très épicés? Oui, plutôt épicé, j'aimerais bien en goûter. Bonjour madame. Bonjour maman. Aujourd'hui, je prépare du soja frit avec du poisson. À l'avenir, je veux quitter ce lieu, déménager dans un meilleur endroit, avec un environnement plus confortable et surtout un environnement plus sûr. C'est souvent inondé ici, surtout en cas de forte pluie. Et en plus, l'eau est très sale. Pour faire face à cette catastrophe annoncée, le président indonésien Joko Widodo a pris une décision radicale. La capitale va déménager. Il a décidé pour cela de faire bâtir une nouvelle ville ultramoderne à 2000 km de Jakarta, en pleine jungle, au cœur de la forêt de l'île de Bornéo. Elle s'appellera Nusantara. Les travaux ont commencé il y a 2 ans. 27 000 ouvriers travaillent jour et nuit sur ce chantier titanesque. Un palais présidentiel digne d'un pharaon, des édifices gouvernementaux, des résidences, des routes et des infrastructures. Il faut tout construire en même temps. Le président vient inspecter l'avancée des travaux tous les mois. Nusantara, c'est son rêve. Il veut laisser une trace dans l'histoire et, selon lui, sans abîmer le futur. Tout au long du projet, nous allons replanter différentes essences d'arbres. Nous allons commencer à reboiser pour que nous retrouvions une forêt tropicale. Les bâtiments seront végétalisés, car le concept de Nusantara, c'est une cité-forêt. Nusantara sera une réponse, un contre-modèle à l'enfer de Jakarta. Ce sera une métropole verte, durable, sans embouteillage, où les gens se promèneront à pied ou à vélo. L'homme qui a réfléchi, conçu, dessiné cette cité du futur, c'est lui, Sofian Sibarani. Cet urbaniste indonésien connaît bien les menaces qui pèsent sur Jakarta. La ville est surpeuplée. Il y a beaucoup d'embouteillages, une urbanisation qui explose. Jakarta est l'une des villes au monde qui coule le plus rapidement. Notre ville n'est pas capable à l'heure actuelle d'encaisser toutes ces pressions. Il y a donc une forte possibilité que si tout explose en même temps, eh bien la ville soit paralysée et ne puisse plus fonctionner. Donc, si notre gouvernement restait ici, ce serait risqué. Nous avons donc reçu cet appel d'offres qui demandait de concevoir une ville pour 1 800 000 personnes. Sofian et son équipe ont relevé ce défi digne des plus grands bâtisseurs, comme Oscar Niemeyer, le fondateur de Brasilia, la capitale du Brésil. Avec plusieurs contraintes à la clé, émanant directement de la présidence. Exalter le génie indonésien et ne pas faire appel à des expertises étrangères. Ce sera inclus dans la vidéo finale? Oui. Très bien. Et surtout, construire sur des sols en latérite, instables,
sur lesquels il est impossible de construire un immeuble de plus de 12 étages. Certains disent que c'est une ville futuriste, mais je dirais plutôt que c'est un mélange entre la sagesse indonésienne, notre sagesse ancestrale, que nous avons adaptée à notre monde contemporain et aussi au futur, car nous devons prendre en compte les défis pour l'avenir, comme la crise climatique. Nous avons travaillé, pour la plupart des immeubles, sur des concepts de biomimétisme. Nous nous inspirons de la forêt. C'est pourquoi les immeubles sont surélevés pour permettre au vent, à l'eau et à toutes les activités humaines de circuler en dessous. Cela favorise une ventilation naturelle. Nous tenions au concept d'une ville 10 minutes, où les gens peuvent faire du shopping, faire leurs courses, aller à l'école ou au cinéma, dans un périmètre de 10 minutes à pied. Mais cette future capitale suscite déjà les critiques des défenseurs de l'environnement. L'île de Bornéo et sa forêt tropicale, une des plus anciennes du monde, subissent depuis longtemps une déforestation galopante du fait des activités minières, de la production intensive d'huile de palme, de l'exploitation du bois. Plus de la moitié de la forêt primaire a été rasée et les orang-outans, autrefois très nombreux, ont fui depuis longtemps les abords de la future capitale. Les autorités de Nusantara ont bien prévu de créer des couloirs pour les animaux, mais cela ne rassure pas les écologistes. À Jakarta, l'édification de cette cité-forêt en pleine jungle à Bornéo fait ainsi parler et couler beaucoup d'encre. Elle fait aussi enrager Abdul Ghaffar, activiste environnemental de l'organisation WALI, le Greenpeace indonésien. Notre organisation s'oppose au projet de déménagement de la capitale, en regard à tous nos problèmes environnementaux, sociaux et financiers. Au lieu de régler ça, le gouvernement veut dépenser un budget énorme pour cette ville nouvelle. Donc, nous nous opposons à ce déménagement. Abdul Ghaffar, ainsi que d'autres ONG indonésiennes, doutent fortement des promesses du gouvernement de reboiser une superficie de 300 000 hectares. Comme la forêt primaire a déjà été ravagée par les monocultures, l'écosystème a disparu et il sera très difficile à reconstituer. Bonjour tout le monde. Tu viens d'arriver? Oui, tu bosses sur quoi? Je suis en train de préparer un article sur le blanchiment d'argent concernant l'huile de palme dans les zones forestières. C'est la suite de tes recherches, n'est-ce pas? Oui, Il sera publié quand? peut-être le mois prochain. Il y a un vrai problème avec les communautés locales et la souffrance des populations autochtones. Le gouvernement veut les déplacer de cette zone où ils habitent depuis des générations. Ce n'est pas un espace libre. Ils vont raser 3 villages rien que pour construire l'aéroport. Il y a aussi des problèmes d'intimidation de ces communautés qui habitent là. La police vient dans les villages, leur demande de partir dès que possible. Il y a même de la violence physique depuis que le projet a commencé à sortir de terre. C'est toujours la même histoire. Intimidation, violation des droits, terreur. Dans la zone du chantier de la future capitale, 20 000 personnes appartenant à l'ethnie Balik vivent ici depuis la nuit des temps. Les Balik sont un peuple autochtone de chasseurs-cueilleurs. Certains d'entre eux ont déjà été expropriés et les travaux pour un futur barrage ont provoqué la destruction d'un de leurs cimetières. Sibutkin, le chef de la tribu Balik, regarde l'avenir et la nouvelle route que le gouvernement a fait construire avec beaucoup d'inquiétude. Il redoute que la future capitale arrache son peuple à ses terres ancestrales. Ce que nous savons en tant que peuple autochtone,
c'est que nous avons hérité de notre terre par nos ancêtres. Mais le gouvernement n'a pas reconnu qu'il s'agissait de terres coutumières. Nous avons peur de ne pas pouvoir rivaliser et d'avoir du mal à nous entendre avec ceux qui viennent de l'extérieur. Parce que ceux qui arrivent, en particulier de Jakarta, ce sont des gens intelligents, alors que nous avons une vie simple. Nous sommes des fermiers. Nous vivons de la forêt, de la pêche et de la chasse. C'est surtout notre place qui risque d'être grignotée. Petit à petit, on sera expulsé. C'est ça qui nous inquiète. Ils nous proposent bien des compensations financières, mais nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas être déplacés de notre village d'origine. À Sepaku, à quelques kilomètres de là, l'annonce du déménagement de la capitale a attiré toute une foule de gens qui ont senti qu'il y aurait des affaires à faire. L'ancien village bien tranquille, au bord de la route, ressemble à une ville du Far West bouillonnante, où hôtels, restaurants et petites échoppes poussent en une nuit comme des champignons. Annie a ouvert sa boutique il y a 2 ans. Je suis très heureuse que la capitale du pays ait été déplacée ici. Les affaires marchent bien pour moi. Ici, mes ventes ont augmenté. Grâce à Dieu, ça a fait prospérer mon commerce. Mais comme il se trouve dans la zone numéro 1 de la nouvelle capitale, je devrais le détruire et déménager. Je ne pourrais pas rester ici, c'est la décision du gouvernement. Quand nous serons expulsés, nous devrons trouver un autre endroit pour notre commerce. Pas le choix. Comme beaucoup d'autres, Annie devra s'adapter. D'autant que le président a tout fait pour que son rêve de nouvelle capitale ne soit pas torpillé. Son second et dernier mandat, s'achevant en octobre 2024, il a fait voter une loi qui impose que la construction de Nusantara se poursuive, quel que soit le chef de l'État qu'il remplacera. Il devra achever les travaux. Honnêtement, je suis fier parce que c'est l'histoire qui s'écrit avec la construction de la nouvelle capitale. Je suis donc très fier. Je travaille comme grutier pour la construction du palais présidentiel et du terrain devant pour la cérémonie. La principale difficulté sur le chantier, c'est la pluie. Les routes deviennent trop glissantes et les camions ne peuvent pas nous livrer. Alors, pour respecter les délais, dans le fracas et la poussière des camions, le chantier avance à marche forcée. Les ouvriers mettent les bouchées doubles, comme ici pour ce futur hôpital. Je dois livrer ce bâtiment dans 2 mois. Oui, il sera opérationnel dans 2 mois. Les ouvriers viennent travailler ici car ils sont payés double, vu qu'ils terminent à 22 heures. Donc la main-d'œuvre coûte très cher à cause de toutes ces heures supplémentaires. Mais c'est de l'argent d'investisseurs privés. Ici, il n'y a pas d'argent public dépensé. Le coût global du projet est estimé à 110 milliards d'euros. Le gouvernement a prévu d'investir 28 milliards d'euros, mais il reste encore 80% du financement à trouver, et les investisseurs étrangers se font tirer l'oreille. Il n'y a pas de problème. Demandez au ministre des Finances. Concernant le palais, les ministères, toute l'infrastructure de base, il n'y a pas de problème de financement. À Jakarta, nombreux pourtant sont ceux qui pensent que le gouvernement ne pourra pas aller au bout de ce projet trop ambitieux. À Tempo, un hebdomadaire très indépendant, le responsable du service économique a la dent assez dure contre la cité rêvée du président.
Je pense que ce projet est trop coûteux pour un pays comme l'Indonésie. En effet, sur le plan fiscal, ça va peser pour l'avenir. C'est très coûteux, nous allons le payer très cher. Nous craignons que ce projet n'entraîne un endettement insensé de l'État. Et nous savons aussi que ce projet ne profite qu'à certains hommes d'affaires. Tout le monde n'a peut-être pas lu notre enquête sur la nouvelle capitale, mais notre journal a écrit à plusieurs reprises que les terres autour de Nusantara n'appartiennent qu'à certains cercles, à savoir des cercles très proches du pouvoir. Welcome to Nusantara. Le gouvernement indonésien ignore les critiques. La première phase du gigantesque déménagement approche. Les premiers concernés seront des policiers et des militaires, suivis par une première vague de fonctionnaires. Au total, le gouvernement prévoit d'ordonner à 1,5 million d'agents de l'État de faire leurs valises pour s'installer ici. La plupart renâclent à l'idée de devoir quitter Jakarta pour aller vivre dans une ville encore improbable, au cœur de la jungle. Dewi est fonctionnaire, elle parle à visage caché, par peur des représailles. Je suis très préoccupée par le projet de déménagement de la capitale depuis le début. Car si nous déménageons, nous avons aussi des familles ou des conjoints qui devront nous accompagner. La capitale sera-t-elle en mesure de répondre à nos besoins, par exemple les écoles de nos enfants? Est-ce que les infrastructures de santé sont prêtes? Les hôpitaux, les centres de santé, etc. La plupart de mes collègues n'est pas d'accord avec cette décision. En tant que fonctionnaire, on ne peut rien faire. Lorsque la lettre de mutation sera officiellement arrivée, il est évident que nous devrons déménager. Un peu moins de 2 millions de personnes vont devoir partir. Mais il restera 28 millions d'habitants à Jakarta. Les grosses entreprises et les plus riches sauront se mettre à l'abri dans les hauteurs. Mais les pauvres, comme ceux du bidonville de Muara Baru, risquent fort d'être les grands perdants, les oubliés dans cette affaire. Concernant le déplacement de la capitale, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, s'il y a effectivement une volonté de nous faire déménager d'ici. Par exemple, parce qu'il y a un besoin de main-d'œuvre. Oui, si ça crée des emplois. Oui, Inch'Allah, moi je suis prêt. Mais si ce sont seulement les plus riches et puis les entreprises qui sont déplacées là-bas, alors que nous, les chômeurs, les pauvres, nous allons rester ici, alors je vous garantis un sacré retour de bâton pour le gouvernement. Depuis les constructions de Brasilia ou de Canberra, on ne trouve pas trace de pareille ambition, installer une nouvelle capitale au milieu de nulle part. Autrefois, ne régnaient ici que de grands singes, que les Indonésiens appelaient les hommes de la forêt. Ils survivront, mais dans des réserves. Les autres, les Indonésiens d'aujourd'hui, vont expérimenter sans eux leur cité-forêt idéale au cœur du paradis vert de Bornéo, quel qu'en soit le prix.